merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mercredi 2 avril. Nouvelle journée sanglante dans la bande de Gaza. Plus de 70 Palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines d'autres ont été blessés à la suite de bombardements des forces de l'entité sioniste visant de nombreuses zones de l'enclave palestinienne. Rien ni personne n'est à l'abri à Gaza. L'entité sioniste s'en prend une nouvelle fois à une clinique de l'UNRWA faisant 22 martyrs parmi les déplacés dans le camp de Jabalia au nord. Le risque de famine s'accentue dans la bande de Gaza où toutes les boulangeries ont cessé de fonctionner depuis hier en raison d'une pénurie de farine et de carburant. Et en boitant le pas à plusieurs pays d'Europe, la Grèce, membre de l'OTAN, lance la refonte de son armée à laquelle elle va consacrer quelques 25 milliards d'euros. Bonsoir à tous. L'entité sioniste a fait plus de 70 martyrs et des dizaines de blessés au 16e jour de la reprise de son agression génocidaire contre la bande de Gaza. Les autorités palestiniennes de la santé ont indiqué que 1066 Palestiniens étaient tombés en martyrs et 2597 ont été blessés depuis le 18 mars, portant le bilan des victimes depuis le 7 octobre 2023 à 50 423 martyrs et 114 638 blessés. Et un nouveau massacre a eu lieu dans une infrastructure onusienne. Je vous lisais en titre, au moins 22 Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés dans un bombardement mené par l'aviation de l'entité sioniste contre une clinique de l'UNRWA abritant des déplacés dans le camp de Jabalia au nord de la bande de Gaza. Kherdin Bataj. Des enfants décapités, démembrés. Des scènes de chaos dignes d'un film d'horreur et des images insoutenables. L'entité sioniste vient de frapper un centre médical de l'UNRWA abritant des déplacés dans le camp de Jabalia. Le bilan affiché en fin d'après-midi, pas moins de 22 martyrs, la plupart étant des enfants et des femmes, 16 au total. Nous nous trouvons actuellement au centre médical de l'UNRWA. Les corps des victimes sont évacués en ce moment même alors que les flammes ravagent l'endroit. Plusieurs martyrs, dont des enfants. Mohamed Ghalib Sherif, Maha Salim Souilem, Obeida Ahmed Abou Saada, le directeur de la santé, Areza Mounir Al-Barj et Gren, l'un après l'autre, les noms des martyrs identifiés. Des femmes et des enfants étaient tranquillement réfugiés dans ce centre d'hébergement de la clinique de l'UNRWA. Ils n'avaient ni armes, ni munitions, ni rien du tout. Ils étaient juste présents sur place. Les enfants jouaient et 2 missiles ont fait d'eux des martyrs. Tous des enfants et des femmes. Ils ont été pris pour cible alors qu'ils n'ont aucune relation avec des activités militaires. Il y avait 2000 personnes ici. Le bourreau sioniste est sans foi ni loi. Depuis la reprise de son génocide à Gaza, l'armée d'occupation cible prioritairement les enfants en bas âge et les femmes, alors que le monde assiste, impuissant et complice, à l'extermination du peuple palestinien. Ce n'est pas la première fois que Jabalia, au nord de l'enclave, est soumise à de tels crimes barbares de la part de l'armée sioniste. Depuis le 18 mars dernier, la machine de guerre sioniste a fait plus de 1042 martyrs et 2542 blessés, en grande majorité des enfants et des femmes. D'autres massacres ont eu lieu ce mercredi au sud de la bande de Gaza. Près de 30 Palestiniens sont tombés en martyrs, dont des enfants, et plusieurs autres ont été blessés dans les bombardements des forces de l'entité sioniste. La majeure partie des victimes ont été recensées à Khan Younes avec près de 20 martyrs, mais aussi à Rafah avec 9 martyrs et à Nusayrat. Il y avait une jeune fille. On n'a pas pu retrouver sa tête. Nous avons envoyé le corps à l'hôpital, les bras et les jambes déchiquetés. Regardez, voilà ce qui reste des gens. Regardez, ce sont des restes d'une cervelle. Regardez,
Ceux-ci appartenaient à 2 fillettes avec leur maman qui essayait de les protéger. L'une d'elles était née juste avant le ramadan. Regardez tous ces restes humains. Les gens sont littéralement dispersés. Au mieux, vous trouverez un homme coupé en 2. J'ai entre les mains ce qui reste d'un enfant, 20 morceaux environ. Nous avons affaire à des monstres qui n'ont pas de sentiments ni d'humanité. À Deir el-Balah, au centre de la bande de Gaza, au moins 4 Palestiniens sont également tombés en martyrs, dont un enfant et 2 policiers. D'autres Palestiniens ont été blessés dans ce même bombardement des forces de l'entité sioniste. Au volet diplomatique et lors d'une session du Conseil de sécurité consacrée à la protection des civils en temps de guerre, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, a insisté sur la nécessité de respecter l'accord de cessez-le-feu conformément aux termes négociés par les médiateurs. L'accord de cessez-le-feu doit être appliqué pleinement. Cet accord crée une occasion cruciale d'apporter de l'aide humanitaire. Cela a permis au peuple de Gaza de connaître un bref répit face à des difficultés inconcevables. L'Algérie appelle toutes les parties à tenir leurs engagements dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu et à respecter leurs obligations au titre du droit international humanitaire. Le cessez-le-feu doit être appliqué conformément à la résolution 2735. Résolution qui souligne que le cessez-le-feu perdurera tant que dureront les négociations et que les médiateurs travailleront à faire en sorte que ces négociations se poursuivent jusqu'à ce que des accords aient été conclus pour tous les points. Pour nous, la reprise des hostilités est inacceptable. Pour nous, le cessez-le-feu doit également s'étendre à la Cisjordanie. Et lors de cette même session, l'Algérie a demandé ce mercredi la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation en Palestine. La réunion devrait se tenir demain dans l'après-midi suite à la dangereuse escalade de la situation dans les territoires palestiniens occupés, mais également après l'annonce de la découverte à Gaza des corps de 15 ambulanciers et travailleurs humanitaires. Par ailleurs, les questions liées à la coopération sanitaire entre les pays arabes et les conditions difficiles que vit le peuple palestinien à Gaza ont été évoquées ce mercredi à Berlin par le ministre algérien de la Santé, Abdelhak Seihi, et la vice-présidente de la Ligue arabe, Haïfa Abou Razaleh, chargé par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, le ministre algérien de la Santé, Abdelhak Seihi, ainsi que le ministre des Moudjahidines et des Ayants droit, participent au 3e sommet mondial sur le handicap en Allemagne. Et toujours au volet diplomatique, le Royaume-Uni a affirmé ne pas soutenir l'extension des opérations militaires de l'entité sioniste. Le sous-secrétaire d'État britannique aux Affaires étrangères, Hamish Falconer, se disant profondément préoccupé par la reprise des hostilités, tout en appelant au respect du droit humanitaire international. Et s'agissant de l'agression barbare menée la semaine dernière contre un convoi d'ambulanciers qui a fait une quinzaine de martyrs à Gaza le 23 mars, l'agence humanitaire des Nations Unies, OCHA, a indiqué que les informations disponibles indiquaient que la première équipe avait été abattue par les forces sionistes et que d'autres équipes d'urgence et d'aide avaient été frappées l'une après l'autre pendant plusieurs heures alors qu'elles cherchaient leurs collègues disparus. Ce week-end a été très difficile, je pense, pour nous tous. Vous avez vu les vidéos que nous avons diffusées. D'habitude, nous ne manquons pas de mots. Et nous sommes, nous, porte-parole, mais parfois, nous avons du mal à les trouver. C'est le cas ici. Ces personnes ont été abattues.
Et selon le porte-parole de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, un membre du Croissant-Rouge palestinien est toujours porté disparu. Je voudrais simplement faire écho aux déclarations de mes collègues de l'ONU concernant cet incident choquant et scandaleux et ce que nous avons vu dimanche dernier. Je tiens simplement à ajouter qu'un collègue du Croissant-Rouge palestinien est toujours porté disparu et que nous continuons d'appeler pour obtenir davantage d'informations sur la situation. Je vous le disais en titre, toutes les boulangeries de la bande de Gaza ont cessé de fonctionner depuis hier en raison d'une pénurie de farine et de carburant après que l'occupation sioniste a empêché l'importation de ces fournitures dans l'enclave palestinienne pendant un mois entier. Asma Leïd. Plus un sac de farine ne se trouve dans cette boulangerie depuis 24 heures. Toutes les boulangeries de la bande de Gaza ont cessé de fonctionner en raison de l'épuisement des stocks de farine et de carburant. Une situation qui aggrave la crise humanitaire d'une population sous blocus. Cette fermeture jette une ombre terrible sur les conditions de vie des habitants de Gaza qui souffrent des ravages de cette agression barbare. Je suis arrivée ici avant l'aube et j'ai visité toutes les boulangeries du quartier, mais elles étaient toutes fermées. Je suis donc revenue ici, devant cette boulangerie, en espérant que Dieu nous bénisse et fasse en sorte que nous trouvons du pain. Comme vous pouvez le constater, les boulangeries sont fermées, il n'y a plus de farine. Les gens se contentent de pain tout prêt, faute de gaz ni de bois de chauffage pour cuisiner chez eux. La fermeture des boulangeries a aggravé la crise et la catastrophe humanitaire à Gaza. Le programme alimentaire mondial continue de privilégier les distributions alimentaires avec les stocks restants, mais la situation devient catastrophique depuis la fermeture des points de passage vers Gaza il y a un mois. La pénurie des provisions et la fermeture forcée des boulangeries accentuent à nouveau le risque d'une grave crise alimentaire à Gaza. En octobre, un rapport a été publié alertant sur la possibilité et le risque d'une famine à Gaza. Ce risque a été écarté grâce à notre assistance pendant le cessez-le-feu. Il pourrait réapparaître si la situation n'évolue pas rapidement. Selon Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU, la raison de la fermeture des boulangeries est le blocus imposé aux marchandises. C'est ridicule, nous sommes à court de fournitures, de celles qui sont arrivées par la voie humanitaire. Le PAM ne ferme pas ses boulangeries pour le plaisir. Sans farine, sans gaz de cuisson, les boulangeries ne peuvent pas ouvrir. Cette crise survient alors que le bureau sioniste a repris ses opérations militaires dans la bande de Gaza depuis le 18 mars avec la violation de la trêve par l'occupant sioniste qui a débuté le 19 janvier dernier. Face aux crimes sionistes, la population de Gaza fait preuve de résilience et d'héroïsme qui force l'admiration de la communauté internationale. Mais jusqu'à quand tiendront-ils bon face à ce génocide multidimensionnel ? Dans l'actualité également, les États-Unis intensifient leurs frappes au Yémen, portant le bilan des victimes depuis la mi-mars à 61 martyrs et près de 40 blessés. Les États-Unis qui ont annoncé l'envoi d'un deuxième porte-avions au Moyen-Orient dans un contexte de tensions accrues avec les Houthis au Yémen. Le porte-avions Harry S. Truman, déjà sur place, sera rejoint par le Carl Vinson, actuellement dans la zone Indo-Pacifique. Le Conseil de sécurité des Nations Unies tiendra le 14 avril une réunion d'information et des consultations à huis clos sur les derniers développements au Sahara occidental occupé par le Maroc depuis 1975. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental et chef de la MINURSO, Alexander Ivanko, et l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura, sont les intervenants attendus lors de cette réunion.
En évoquant la cause sahraoui, le Conseil insulaire de Grande Canarie, Cabildo, a rejeté en séance plénière la décision du Maroc d'autoriser des entreprises de l'entité sioniste à explorer et exploiter les ressources naturelles marines, principalement le pétrole et le gaz, dans les eaux du Sahara occidental, près des îles Canaries. Le Conseil a estimé que la mesure était contraire au droit international, contribuer au pillage d'un territoire soumis à un processus de décolonisation sous l'égide des Nations Unies et mettait en péril les intérêts de l'île. La ministre bolivienne des Affaires étrangères, Celinda Sousa, a réitéré ce mercredi la position de son pays en faveur du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à la souveraineté nationale. Lors de sa rencontre avec le chargé d'affaires de l'ambassade sahraoui à la PAT, Khatri Mohamed Mouloud, la ministre bolivienne a exprimé son souhait de renforcer la coopération avec le peuple sahraoui et le gouvernement de la race d'une manière qui servent les intérêts communs et combat le colonialisme sous toutes ses formes. Dans le conflit russo-ukrainien, cette fois, 2 immeubles ont été endommagés à Taganrog, ville située dans le sud de la Russie, après une attaque de drones ukrainienne survenue durant la nuit d'hier. C'est ce qu'a affirmé le gouverneur par intérim de la région de Rostov, Yuri Siloussar, précisant que 85 habitants avaient été évacués de l'un des immeubles. Et le ministère russe de la Défense a affirmé que ses forces avaient pris le contrôle de la localité de Razliv dans la région de Donetsk. Lors de son point de presse quotidien, le ministère russe de la Défense a également indiqué avoir repoussé des contre-attaques ukrainiennes près de Belgorod, Kharkiv, Zaporozhia et Kherson, tout en lançant des opérations offensives. Les unités de défense aérienne russes ont affirmé avoir abattu 67 drones ukrainiens pendant la nuit. Et s'agissant du dialogue russo-américain, le Kremlin a indiqué ce mercredi qu'une visite aux États-Unis de l'envoyé du président russe Vladimir Poutine, Kirill Mitriev, était possible et que les contacts avec les États-Unis se poursuivaient au sujet du processus de paix en Ukraine. En France, l'onde de choc provoquée par la condamnation de Marine Le Pen a rappelé d'autres scandales politico-judiciaires français. Plusieurs présidents, ministres ou députés ont par le passé été condamnés sans pour autant purger leur peine en prison. Un traitement qui soulève plusieurs questions. Les détails avec Safouane Ben Sabri. Avec la condamnation de Marine Le Pen à 4 ans de prison et 5 ans d'inéligibilité, l'affaire met en lumière un long historique de procès à l'encontre des politiques français. Au total, plus de 2000 personnalités publiques françaises ont été condamnées par la justice pour des affaires de détournement de fonds, de corruption ou autres. Jacques Chirac est devenu en 2011 le premier ex-président à être condamné pour détournement de fonds publics. Après lui, Nicolas Sarkozy devient le premier président à être condamné à la prison ferme pour détournement de fonds publics et financement illégal. L'actuel Premier ministre François Bayrou a vu son parti éclaboussé par un procès en corruption bien avant de devenir Premier ministre. Les affaires de délinquance en col blanc s'étalent sur presque tout le spectre politique français, avec une prédominance à droite et à l'extrême droite. Une histoire politico-judiciaire où les procès se comptent par dizaines. Pourtant, l'écrasante majorité des condamnés n'ont jamais mis un pied en prison. Une question se pose alors chez le grand public. Pourquoi ? En réalité, tout dépend des personnalités mises en cause. Ils peuvent bénéficier d'une immunité judiciaire. Dans le cas du président de la République, une immunité présidentielle forte le protège. Jamais auparavant celle-ci n'a été levée. L'immunité parlementaire, elle, protège les députés et sénateurs. Pour sa levée, il faut un vote majoritaire, un jugement politique et subjectif.
qui précède le jugement juridique. Les aménagements de peine dont bénéficient Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen sont un autre outil du système juridique français. En dessous de 2 ans de peine, les condamnés ne sont pas obligés de purger leur peine en prison. L'affaire Marine Le Pen met une nouvelle fois en lumière tout un système politique permettant à des personnalités publiques de ne jamais voir les murs d'une prison. Je vous en parlais en titre, emboîtant le pas à plusieurs pays d'Europe. La Grèce, membre de l'OTAN, a lancé la refonte de son armée, la plus importante de son histoire moderne, à laquelle elle va consacrer quelques 25 milliards d'euros. Περίοδο του προγράμματος έχει στη διάθεση πως δεν μπορεί να υπάρχει καμία προκοπή χωρίς ασφάλεια. Il ne peut y avoir de progrès sans sécurité. La preuve en est le sujet de notre séance aujourd'hui, qui n'est autre que la planification à long terme des dépenses de défense. Je dirais qu'il s'agit d'un plan complet qui constitue, à nos yeux, la transformation la plus radicale des forces armées dans l'histoire moderne du pays. Le ministre de la Défense sait qu'il dispose de 25 milliards d'euros pour la durée du programme. Il s'agit d'une somme considérable avec laquelle il doit à son tour établir des priorités et prendre en compte les munitions qui sont vraiment importantes et nécessaires. Le monde retient son souffle avant les annonces de Donald Trump ce mercredi, qualifiées de Liberation Day par le président américain, une journée au cours de laquelle il entend mettre en place une politique commerciale en faveur, selon lui, des employés et produits américains. Bruxelles dit réserver sa réponse au moment opportun. Concernant notre réponse, je peux simplement dire qu'il y en aura une. Elle interviendra au moment opportun après l'annonce prévue plus tard ce soir. Quant à votre question de savoir si nous avons calculé l'impact potentiel de telles mesures sur l'économie européenne, la réponse est oui, bien sûr. Je ne présenterai aucune analyse de cette situation ici. Le moment sera venu de le faire dans les jours et les semaines à venir, mais pour l'instant nous sommes dans l'expectative et nous publierons la réponse officielle de l'Union européenne au moment opportun. De son côté, le Premier ministre britannique Keir Starmer a affirmé ce mercredi que son gouvernement était prêt à toutes les éventualités alors que le monde entier attend l'annonce par Donald Trump de nouveaux tarifs douaniers. Monsieur le Président, nous nous sommes préparés à toutes les éventualités en prévision de la confirmation des droits de douane américains plus tard dans la journée. Soyons clairs avec la Chambre. Une guerre commerciale n'est dans l'intérêt de personne et le pays le mérite. Et nous adopterons une approche calme et pragmatique. C'est pourquoi des discussions constructives progressent en vue de conclure un accord de prospérité économique plus large avec les États-Unis. Et le bilan du tremblement de terre de magnitude 7,7 survenu vendredi dernier au Myanmar s'est élevé à au moins 2886 morts selon l'équipe d'information du conseil d'administration de l'État. Le séisme suivi de fortes répliques a également fait 4639 blessés tandis que 373 personnes sont toujours portées disparues. Et avant de terminer, nous vous invitons à faire un tour au plus grand salon horloger du monde qui est de retour à Genève. Une soixantaine des plus grandes marques dévoilent au Watches and Wonders 2025 leur dernière nouveauté. Certaines donnent le vertige, à l'exemple de la montre tourbillon, la plus fine au monde. Iman Merad. Une nouvelle fois, Genève devient pour quelques jours la capitale de la joaillerie. Le salon Watches and Wonders vient d'ouvrir ses portes à Palexpo, où la ville va battre au tic-tac des innovations horlogères, et ce, jusqu'au 7 avril prochain. Une opportunité pour les amoureux d'horlogerie de découvrir les nouveautés. Près de 60 grandes marques seront présentes à l'un des plus prestigieux événements horlogers, Watches and Wonders. Rolex, Vacheron Constantin ou encore Bulgari, le salon fait de Genève la capitale du temps. On remarque une entrée fracassante de la couleur, du mauve, du rose, du vert vif ou du bleu électrique. La montre s'affranchit de son côté classique et s'affirme comme un véritable accessoire de mode.
Le dernier né de Rolex allie un design audacieux et une extrême puissance horlogère. En platine ou en or, la marque affirme qu'il est conçu pour performer, mais surtout pour impressionner. Vacheron Constantin, l'une des marques connues pour repousser les limites de ce qu'une montre bracelet peut faire, a de son côté dévoilé ce que la marque considère comme la montre bracelet mécanique la plus compliquée jamais fabriquée. La Solaria ne se contente pas de donner l'heure, il s'agit d'une véritable pièce unique en son genre. La Solaria est une montre phénoménale. C'est sans conteste le nouveau record du monde en termes de complications pour une montre bracelet. Ce garde-temps compte 41 complications. Ces complications ouvrent, je dirais, tous les aspects du savoir horloger de l'époque, notamment en architecture, en astronomie, mais aussi en complications de sonnerie et de chronomètre, notamment le chronographe, car il s'agit également d'un chronographe à rattrapante. Bulgari y dévoile la montre bracelet tourbillon la plus fine jamais fabriquée. Avec seulement 1,85 mm d'épaisseur, il est plus fin qu'une pièce de monnaie, mais dispose néanmoins de l'un des mécanismes les plus complexes de l'horlogerie. Cette montre est unique car c'est la plus petite jamais fabriquée dans l'histoire de l'horlogerie. Elle mesure 1,85 mm d'épaisseur, établissant ainsi un nouveau record pour une montre à tourbillon. Nous sommes donc vraiment ravis d'enrichir la collection de bijoux Octo Finissimo d'une nouvelle étape. Et c'est une étape décisive. L'année dernière, Watches and Wonders a accueilli 49 000 visiteurs. Cette année, les organisateurs s'attendent à un nombre croissant de visiteurs. Pour les acteurs du marché, pour les modeux ou pour les passionnés, un rendez-vous à ne pas rater. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.